Mes chers compatriotes résidant dans les républiques du Caucase ou dans les républiques d'Asie centrale, je m'adresse à vous en tant que candidat à l'élection législative de la 11e circonscription des Français établis hors de France, donc dans cette gigantesque circonscription contenant 49 États qui concerne l'Europe orientale, l'Asie et l'Océanie. Alors, la zone dont je viens de parler, je vais en parler rapidement parce que je ne peux pas entrer dans tous les détails. Je ne suis pas allé dans tous les pays de cette zone, mais j'en connais quand même plusieurs. Et je voudrais en particulier vous parler de la Géorgie. Je voudrais vous parler aussi de l'Arménie. Et je voudrais aussi vous parler du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, qui sont des pays, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, où je suis allé de façon officielle, enfin pour l'un d'entre eux. Je vais commencer par la Géorgie parce que j'ai une anecdote quand même très particulière sur ce pays. C'est qu'il se trouve que je connais personnellement la présidente de la République actuelle, Salomé Zourabichvili. Je la tutoie, on se fait la bise. Et pourquoi donc ? Parce que cette femme a eu quand même une destinée assez extraordinaire. Salomé Zourabichvili est de la grande famille géorgienne d'émigrés qui ont émigré en France en 1921. Suite à la révolution russe de 1917. Donc il y a eu toute une série d'émigrés de ce qu'on appelait les Russes blancs, mais ça comprenait aussi donc des Géorgiens qui sont venus s'installer en France. Et donc c'est une grande famille qui compte à son actif des ingénieurs, des compositeurs de musique, et également, comme vous le savez sans doute, Madame Hélène Carrère d'Ancos, qui est la cousine, enfin qui est décédée maintenant, qui a été à l'Académie française et qui a même été secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donc Salomé Zourabichvili est la cousine de feu Hélène Carrère d'Ancos. Et Salomé Zourabichvili, j'ai fait sa connaissance lorsque j'étais au cabinet d'Hervé de Charette aux Affaires étrangères, donc sous le gouvernement Juppé II, auprès de Jacques Chirac. Et moi, j'avais donc comme portefeuille l'Asie, l'Amérique latine et les questions, et l'Océanie et les questions économiques. Salomé Zourabichvili, elle, s'occupait de toute autre chose au cabinet d'Hervé de Charette. Elle s'occupait notamment des relations transatlantiques et de l'OTAN. On avait donc des portefeuilles très différents. On avait d'ailleurs aussi des opinions assez opposées, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Mme Zourabichvili est une pro-européenne, est une pro-atlantiste connue, alors que je suis connu pour être l'inverse. Voilà. Il n'en demeure pas moins que c'est une femme intelligente, tout à fait agréable. Et puis, après la dissolution de 1997, eh bien, donc, le gouvernement est tombé. Elle-même, elle a regagné l'administration du Quai d'Orsay, où elle était diplomate, en fait. Elle avait fait l'IEP de Paris. Elle était passée, je crois, par l'Université américaine de Columbia. Pour ce qui me concerne, donc, j'ai regagné l'inspection générale des finances et elle a regagné son poste aux affaires étrangères. Mais elle a eu une destinée tout à fait extraordinaire ensuite, puisque lorsqu'il y a eu le nouveau président Saakashvili en Géorgie, qui a été reçu par Jacques Chirac à l'Élysée quelques années après, le président géorgien très pro-atlantiste, pendant l'entretien avec Jacques Chirac, a dit qu'il y avait cette... je crois qu'elle était sous-directrice, qui était d'origine géorgienne, et qui avait d'ailleurs, je crois, été ambassadrice de France en Géorgie entre-temps, eh bien, il a dit qu'elle était formidable, et il a demandé à Chirac « Je voudrais en faire ma ministre des Affaires étrangères ». Et Chirac a dit « Pas de problème, donc je vous la passe ». Enfin, j'exagère, c'est un petit peu... Mais c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu quelque chose où je ne sais même pas s'il y a un précédent historique. En tout cas, voilà une femme qui est française, d'origine géorgienne, et qui a acquis la nationalité ensuite géorgienne, mais qui, étant diplomate française, d'un seul coup, en l'espace de quelques jours, est devenue ministre des Affaires étrangères d'un pays étranger qui était la Géorgie. Alors, tout en étant, évidemment, très tournée vers l'Europe et en particulier vers la France. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais changé tout à fait d'affectation, mais ayant vu ça dans la presse, je me suis quand même bien souvenu d'elle et je lui avais envoyé un petit mot de félicitations. Et elle a eu la gentillesse de me répondre en envoyant, j'ai été très frappé par ça, j'avais reçu une quinzaine de jours après un pli qui est scellé de façon très extraordinaire, qui était porté en main propre par un représentant de l'ambassade de Géorgie à Paris, pour me remercier officiellement de ses félicitations pour son accession. Bon, voilà, c'est un peu un détail, mais
Un détail qui n'est quand même pas rien. Parce que si vous votez pour moi, si vous avez comme député des Français de cette zone, et donc pour représenter les Français installés en Géorgie, il faut savoir que vous aurez quand même comme député quelqu'un qui connaît personnellement la présidente de la République. Alors même si je ne suis pas d'accord avec elle, elle a des orientations très otaniennes et très pro-européennes. Je ne vous l'apprends pas, vous vivez en Géorgie, vous savez qu'il y a un conflit avec le gouvernement, qui lui est considéré comme pro-russe. Il y a eu toutes ces manifestations sur les agents de l'étranger. Enfin, tout ça, vous connaissez, je regarde ça de très près. En tout cas, vous pouvez constater au passage que je connais bien les questions du Caucase en général et de la Géorgie en particulier. Mais enfin, en tout cas, si vous votez pour moi, vous aurez un député qui pourra faciliter la tâche très facilement pour les Français en Géorgie, puisque j'aurai un accès facile au chef de l'État. Voilà. Et donc, ça nous permettra, je ne sais pas s'il y a des problèmes en matière consulaire, en matière d'obtention de visas, d'échanges scolaires, en matière de scolarité, en matière de non-double imposition, etc. Eh bien, ça permettra d'exercer l'un des deux rôles d'un député, c'est-à-dire un député doit à la fois servir les Français de sa circonscription, aussi bien les Français installés en Géorgie qu'installés en Russie, en Nouvelle-Zélande, en Chine ou en Malaisie, mais également de défendre des intérêts nationaux sur un autre plan. Alors, je voudrais dire la même chose avec l'Arménie. Alors malheureusement, je n'ai pas mes entrées en Arménie comme je les ai en Géorgie, mais je voudrais ici souligner à quel point j'ai des amis arméniens, enfin qui n'a pas d'amis arméniens d'ailleurs, enfin d'origine arménienne, des Français d'origine arménienne, qui n'en a pas. Il y a eu, comme vous le savez, un apport de toute une diaspora arménienne qui est venue s'installer en France, qui a connu avec des noms très très prestigieux. Tout le monde pense à Aznavour, bien sûr, mais pas seulement. Donc, il y avait eu Patrick Devedjian en politique. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a donc toute une diaspora arménienne et dont je serai le porte-parole aussi, puisque en Arménie, nous avons des Français, mais aussi des Franco-arméniens, ou des Français mariés avec une Arménienne ou avec un Arménien, etc., avec des conjoints. Et je me ferai le porte-parole du soutien que doit avoir la France vis-à-vis de l'Arménie, qui est, de mémoire, je crois, le premier pays à avoir été christianisé au monde, qui est un pays avec lequel la France a des relations traditionnelles très anciennes, et que nous devrions beaucoup mieux protéger. Lorsqu'il y a eu la malheureuse affaire, c'est moins qu'on puisse dire, du Nagorno-Karabakh récemment, la France a brillé en fait par son inaction. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce que nous sommes englués dans l'Union européenne et comme vous le savez, les Français vivant en Arménie, les sanctions que nous avons prises contre la Russie se sont traduites par un détournement de trafic des hydrocarbures russes et qui sont passées notamment par l'Azerbaïdjan, où d'ailleurs on se fournit aussi en hydrocarbures. Or, les Azerbaïdjanais, eh bien, ont à cette occasion reçu beaucoup d'argent venant de l'Union européenne, venant des pays de l'Europe, puisqu'ils font payer au prix fort ces hydrocarbures que nous refusons stupidement à acheter directement à la Russie. On les achète par des voies détournées. Et qu'est-ce qu'ont fait les Azerbaïdjanais avec cet argent ? Vous le savez, notamment, ils se sont procurés des armes, notamment auprès d'Israël, je crois, et pour ensuite intervenir au Nagorno-Karabakh. Donc c'est quand même incroyable de voir que l'Union européenne, en fait, dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a quasiment pris de facto, même s'ils disent le contraire, mais a quasiment pris de facto des mesures qui facilitent, qui favorisent l'Azerbaïdjan par rapport à l'Arménie. La France devant avoir dans cette question, comme sur toutes les autres, à mon avis, un rôle de pondération, de pacificateur et de modérateur. Si la France ne s'était pas lancée dans ces sanctions délirantes à l'encontre de la Russie, qui en fait se retournent contre l'Allemagne et contre la France, si on n'avait pas fait ça, eh bien nous n'aurions sans doute pas eu toute cette chaîne d'événements qui, en définitive, est en train de nuire profondément à l'Arménie, qui est un pays cher au cœur de nombreux Français. J'en profite aussi, puisque je fais ce tour d'horizon, pour vous parler du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, j'en garde un souvenir, puisque l'Ouzbékistan, que je connais pour avoir visité, qui est un pays absolument extraordinaire. Vous savez, c'est en Ouzbékistan
que se trouve notamment la ville de Samarcande, qui fait rêver rien que par son nom, et également la ville de Bukhara, et puis d'autres villes sur ces espèces d'oasis, comme la ville de Khiva, qui se trouve tout à fait à l'ouest, non loin d'ailleurs de la mer d'Aral, ce drame écologique sans précédent que l'on a connu au XXe siècle. Cette mer qui a été en partie vidée de son approvisionnement en eau, puisque les fleuves du Syrdarya et de l'Amou Darya ont servi sous l'Union soviétique, puisque ça faisait partie de l'URSS, ont été détournés pour faire des champs de coton. Vous connaissez la suite. En fait, eh bien, cet apport en eau fraîche de ces deux fleuves ayant été largement détourné, eh bien, la mer d'Aral a commencé à baisser de niveau, et de façon d'ailleurs irréversible. Donc on voit près de Khiva, on voit ces photos absolument extraordinaires que je suis allé voir moi-même. Enfin, c'est un paysage lunaire. On voit des vieux chalutiers qui sont au milieu du désert. La mer a disparu. C'est un des plus grands sinistres écologiques du XXe siècle, en fait. Alors, ce pays est absolument admirable. C'est aussi un pays d'un point de vue historique très intéressant, puisque c'est dans la vallée du Fergana, tout à fait à l'est, qu'est né Babour, ce prince qui a perdu sa principauté, qui a été chassé, et qui donc, au XVIe siècle, après des pérégrinations à travers ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, est arrivé sur le plateau du Décan et allait fonder l'empire moghol qui allait dominer l'Inde jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors le souvenir que j'ai s'agissant de l'Ouzbékistan, outre le fait que j'y suis allé en touriste, c'est que il y a eu en 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS, eh bien toutes les républiques socialistes soviétiques ont proclamé leur indépendance, dont l'Ouzbékistan qui est devenue indépendante en 1991, en créant d'ailleurs sa propre monnaie, soit dit en passant. C'est-à-dire que la preuve qu'on peut très bien recréer des monnaies à partir d'un démembrement d'une monnaie plurinationale. Tous ces pays avaient le rouble, et chaque pays, devenu indépendant, au milieu pourtant d'une crise politique, économique et sociale de toute première magnitude, chaque pays a créé sa propre monnaie, et l'Ouzbékistan a créé sa monnaie qui s'appelle le som. Alors, quelque temps après, le président de la République d'Ouzbékistan, qui s'appelait Islam Karimov, est venu à Paris. Et à l'époque, donc, ça devait être vers les années 1993, quelque chose comme ça. J'étais au cabinet de Gérard Longuet, à l'industrie et au commerce extérieur, et nous l'avions rencontré lors d'une de ses visites à Paris. Islam Karimov, qui était un homme donc venu d'Asie centrale et qui était plein de bonne volonté, mais dont on sentait que c'était un autocrate avec une très forte poigne. Voilà. Il est resté président de l'Ouzbékistan pendant 25 ans. Voilà, ça montre un petit peu les us et coutumes locales de ce pays de l'Ouzbékistan, qui est un pays admirable, que les Français ne connaissent pas assez d'ailleurs, et qui mériterait d'être bien davantage connu, ne serait-ce que du fait de ses ressources touristiques. À nul autre pareil, c'est quasiment un petit peu... On est dans le monde de l'Iran, on est tout près de l'Iran, et donc on retrouve un petit peu les mêmes types d'architecture à Samarcande qu'on va retrouver à Isfahan, par exemple. Autre souvenir de cette région, le Kazakhstan. Je suis allé au Kazakhstan avec François Mitterrand. C'était sous la cohabitation, donc c'était à peu près à la même période que Islam Karimov était venu pour présenter l'Ouzbékistan devant la Chambre de commerce à Paris, devant le MEDEF, devant les grands patrons français pour attirer des investissements internationaux et notamment des investissements français en Asie centrale. Eh bien, François Mitterrand avait fait un long voyage où je l'avais accompagné. Plus exactement, j'avais accompagné mon ministre Gérard Longuet. C'était en période de cohabitation. Mais donc, j'avais fait partie des quelques personnes qui avaient participé à l'élaboration de ce déplacement, placé sous le signe de la cohabitation, et pour défendre évidemment les intérêts français. À l'époque, la capitale était encore Alma-Ata, ou Almaty, avant qu'elle ne soit transférée dans une autre capitale au milieu des steppes, qui a d'ailleurs changé de nom et qui, si j'ai bien compris, s'appelle aujourd'hui Nour-Sultan. Nous avions atterri dans ce qui était à l'époque la capitale, Alma-Ata, comme on disait en français, ou Almaty, qui est toujours aujourd'hui la principale ville du pays, mais qui est tout à fait excentrée par rapport à ce gigantesque pays, le Kazakhstan, qui je crois est grand comme à peu près 4 fois la France.
en superficie, essentiellement d'ailleurs des steppes, très peu habitées, mais il y a tout le sud du pays qui est justement près des républiques d'Asie centrale, comme par exemple non loin de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Kirghizistan. Et la ville d'Almaty est près des monts de la Lune. Voilà, donc nous étions arrivés là-bas. C'était avant que la capitale ne soit transférée ultérieurement, je crois que c'était en 1998, elle a été transférée dans un petit village qui était au milieu des steppes. Elle a pris un autre nom, elle s'est appelée Astana. Et le président de l'époque, Nour-Sultan Nazarbayev, qui était un autocrate de la même trempe que Islam Karimov, avait donc décidé de faire une espèce d'équivalent de Brasilia, comme au Brésil, de faire un changement de capitale, d'avoir une capitale ultramoderne, avec toute une série de symboles plus ou moins ésotériques qui se situent donc à Astana. Astana, ça veut dire la capitale, donc et qui est bien mieux centrée au centre, si l'on peut dire, du Kazakhstan, mais au milieu des steppes, c'est un peu au milieu de nulle part. Voilà, c'est comme ça. Alors pour la petite anecdote d'ailleurs, cette ville a changé de nom puisque elle a pris le nom justement de Nour-Sultan, qui était le prénom du président Nazarbayev. Nour-Sultan, ça veut dire sultan de lumière. Et puis, je crois que c'était en 2019. Et puis 3 ans après, le nouveau président kazakh a pris à la va-vite une loi pour changer le nom et revenir à son nom d'origine qui était Astana. Alors, pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que j'avais donc accompagné François Mitterrand dans cette aventure. Et François Mitterrand, on en avait été reçu par, justement, Nour-Sultan Nazarbayev. Il avait été à la tête du Parti communiste du Kazakhstan du temps de l'URSS, en fait. Et puis, au moment de fracas, de l'effondrement de l'Union soviétique, il avait, comme Islam Karimov, il avait tiré son épingle du jeu. Et il était donc devenu il avait pris la tête du Kazakhstan, président de la République. Il a été de 1990 jusqu'à 2019. Donc il a été président de la République donc, du Kazakhstan pendant 29 ans. Voilà. Ce qui montre un petit peu à qui on a affaire. Et lorsque donc on était allé le voir avec Mitterrand, il était donc président du Kazakhstan depuis 3 ans et demi. On avait été reçus alors sous une yourte à la Kazakh. Je me rappelle que Nour-Sultan Nazarbayev avait offert à Mitterrand une espèce de tenue kazakh traditionnelle. Mitterrand avait un peu l'air d'un clown avec ce truc-là. Enfin, ça fait partie de ces échanges diplomatiques au plus haut niveau avec des cadeaux qui ne sont pas toujours du meilleur goût. Enfin bref. Mais surtout, ce qui avait été intéressant à l'époque, c'est que Nazarbayev héritait du Kazakhstan où il y avait encore des armes nucléaires de l'URSS. Et donc, il y a eu un moment de flottement pendant plusieurs mois pour savoir ces armes nucléaires. Est-ce que les pays issus du démembrement de l'URSS allaient les conserver pour eux ou bien est-ce que tout allait être repris par la mère patrie, c'est-à-dire par la Fédération de Russie ? C'est cette option qui, finalement, comme vous le savez, a triomphé. Mais enfin bon, Nazarbayev se sentait un peu pousser les ailes, et donc, lorsqu'il avait reçu François Mitterrand, il avait proposé à Mitterrand une alliance stratégique entre la France et le Kazakhstan, qui auraient été 2 puissances nucléaires ayant un partenariat nucléaire. Alors, pas besoin de vous dire que ce n'était pas de l'avis du Quai d'Orsay, c'était allé un peu vite en besogne avec cet autocrate d'Asie centrale. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir ce choc qu'il y avait entre un pays tout à fait neuf sortant des décombres de l'URSS, dont tous les avenirs lui semblaient possibles en définitive, et la France qui déjà, on était en 1994, c'est-à-dire 2 ans après le référendum de Maastricht, déjà la France commençait à être engluée dans l'Union européenne et déjà, on avait des dirigeants qui ne pouvaient plus vraiment faire grand-chose, qui devaient toujours en référer à des partenaires, etc., etc. Donc la France commençait à être pris dans cette espèce de masse visqueuse qui progressivement lui interdit toute mobilité et même tout mouvement, et qui est la construction européenne. Le choc des deux était quand même assez intéressant à voir. Voilà. Ce sont des anecdotes que j'ai sur tous ces pays. Je ne suis pas allé dans d'autres. Je ne suis pas allé au Tadjikistan. Je ne suis pas allé au Turkménistan ni au Kirghizistan. Mais bon,
si je suis élu votre député, comme dans toutes les autres zones, je me préoccuperai des intérêts consulaires des Français vivant sur place. On réfléchira à la carte des consulats généraux. Je ferai du lobbying, je défendrai vos intérêts, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit au ministère de l'Intérieur, que ce soit aux Affaires étrangères, et puis que ce soit aussi, bien entendu, à l'Assemblée nationale, où je défendrai les idées que vous connaissez et qui visent notamment à ce que la France cesse d'être sous le parapluie américain, que la France reprenne sa souveraineté et son indépendance, et noue des relations, des partenariats avec notamment tous ces pays d'Asie centrale qui sont insuffisamment connus. Voilà ce que je peux vous indiquer. Et comme je l'ai mis aussi dans ma profession de foi, qui vous est peut-être parvenue, eh bien j'ai pris l'engagement de me rendre dans au moins 10 pays de la zone chaque année. Il y a 49 pays, il y en a quelques-uns tout à fait excentrés, où je ne suis même pas sûr qu'il y ait des Français. Je pense au petit état de Nauru, de Niue, qui sont dans le Pacifique Sud. À mon avis, je doute qu'il y ait même un seul Français sur place. Mais en tout cas, eh bien, je me rendrai dans toutes les républiques d'Asie centrale, ça c'est à coup sûr, y compris dans celles, et à commencer peut-être par celles que je ne connais pas du tout, comme le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, et bien sûr Kazakhstan et Ouzbékistan, et bien sûr Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, pour rencontrer les Français qui vivent là-bas, voir quels sont leurs problèmes, leurs difficultés éventuelles de scolarisation, de non-double imposition, de gestion des retraites, d'accès aux documents administratifs, de sécurité, d'apprentissage de la langue française. Et j'en ferai le porte-parole avec beaucoup de dynamisme, et plus de dynamisme, c'est difficile d'en faire moins, que l'actuelle députée Madame Genetet, qui a surtout brillé par son absence depuis sa réélection en 2022, puisqu'en fait vous avez une députée, excusez-moi de le dire, mais qui ne fait rien et que personne ne connaît en fait à Paris. Au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, donc depuis un peu plus d'un an, elle s'est classée 510e sur 577 en nombre de présences dans l'hémicycle. Elle est parmi les 70 députés les plus absents. C'est quand même incroyable. En matière d'amendements proposés, le travail effectif qu'elle a effectué, elle a, en 59 semaines, proposé 32 amendements. Elle s'est située la 523e sur 577 députés. C'est-à-dire qu'elle a déposé un amendement tous les 15 jours. Enfin, elle ne travaille pas, cette députée. En matière de questions écrites, elle a déposé 8 questions écrites en 59 semaines. Vous voyez un petit peu le genre, ça fait à peu près une question écrite tous les 1 mois et demi. Elle s'est classée 459e sur 577 députés. S'agissant des questions orales, elle en a posé 2 en 1 an et 2 mois. C'est-à-dire qu'elle en a posé une question orale tous les 7 mois. Ça fait d'elle la 487e sur 577 députés. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, si vous m'élisez comme député, eh bien vous aurez quelqu'un qui portera une voix originale, nouvelle, quelqu'un qui connaîtra ses dossiers et quelqu'un qui, vous le verrez, ne vous décevra pas.